Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir à ce webinaire qui est consacré aux accidents routiers. Que faire en tant que primo-intervenant? Je me présente, je suis Priscilla, je suis infirmière de formation et actuellement cadre pédagogique au sein du CHEM. Ce webinaire vous est proposé ce soir par le CHEM. Et pour les participants qui ne nous connaissent pas encore, le CHEM, c'est l'acronyme du Collège des hautes études en médecine. Nous sommes une association qui a été fondée à l'origine par des médecins généralistes en 1988 et qui souhaitaient pouvoir proposer à leurs pairs de la formation continue. Depuis, le CHEM s'est déployé en intégrant d'autres experts métiers comme les pharmaciens, les podologues, les kinésithérapeutes et les infirmiers. On propose donc des thématiques de cœur de métier qui sont au plus proche du besoin en cabinet. On propose des formations en présentiel sur toute la France, des e-learning et également des classes virtuelles. Nous avons également créé il y a quelques années maintenant l'école des assistants médicaux qui se déploie en Bretagne, en Normandie et en Hauts-de-France. Pour cette soirée, pour qu'elle soit le plus interactive possible pour vous, vous avez la possibilité d'interagir avec nous via le chat. Donc, il vous suffit de cliquer sur l'onglet « Chatter » et de poser votre question. Je les poserai au fur et à mesure de l'intervention de notre expert. Comme ça, vous aurez la réponse à vos questions immédiatement. Si toutefois, je ne la pose pas en direct, de toute façon, à la fin du webinaire, nous y reviendrons. Donc, ce soir, nous avons la chance d'avoir comme expert Michael Pichot. Donc, je laisse Michael se présenter à vous et commencer ce webinaire. Je vous dis à plus tard. Merci Lucia. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire. Je me présente, je suis Michael Pichot, je suis un ancien infirmier militaire et je suis à l'heure actuelle, donc je suis infirmier diplômé d'État et formateur. Je vais animer ce webinaire où l'idée est de vous donner quelques outils, en tout cas de faire une petite présentation sur les outils qu'on pourrait déployer pour prendre en charge la nation de la route en tant que primo-intervenant. J'ai passé 17 années au sein d'une unité très très particulière de l'armée française, de l'armée de terre. Et actuellement, j'exerce encore ponctuellement en pré-hospitalier, plus sur des formats vraiment en milieu isolé, notamment soit de la marine marchande, de la formation, enfin du soutien de mines, ou ce genre de choses, mines d'extraction. Au cours de ma carrière, donc j'ai pu me retrouver en zone de conflit plusieurs fois. La caractéristique des zones de conflit, c'est que on se retrouve soit seul, soit à travailler en binôme. Quand je dis seul, c'est seul en tant que professionnel de santé, puisque dans les armées, peut-être certains d'entre vous le savent, on est accompagné de péri-hospitaliers qui sont formés sous l'égide du ministère des Armées au sauvetage au combat de niveau 1, 2, voire 3. Donc les 3, c'est les professionnels de santé. La caractéristique aussi du milieu militaire et des zones de conflit, c'est qu'on est très souvent éloigné des zones en tout cas pour ma part c'était le cas, on est éloigné des hôpitaux, en tout cas des zones de prise en charge hospitalière, que ce soit chirurgicale dans un premier temps, parce que c'est ce qui nous intéresse ensuite, une fois qu'on a pris en charge en hospitalier. Donc je me retrouvais avec très peu de matériel, des élongations en général de 2 à 3 heures, des vecteurs d'évacuation qui étaient souvent héliportés. Nous, on était sur la phase pédestre, voire en véhicule, mais dans des zones très dangereuses, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas poser d'hélico. C'était beaucoup plus compliqué. Voilà pour cette partie-là. Ma deuxième partie d'activité à l'heure actuelle, c'est que je suis formateur. Je suis spécialisé en milieu isolé, comme vous l'aurez compris. Milieu isolé, autant pour le milieu du plein air que pour le milieu du BTP, le milieu de la découverte, découverte naturelle et ce genre d'activité aussi, en France comme à l'étranger. Je suis aussi formateur en traumato hospitalière. Peut-être que parmi vous, certains connaissent l'ITLS, International Trauma Life Support. C'est une formation qui vise à former les agents hospitaliers, professionnels de santé, en trauma. Et ensuite, la prise en charge de l'arrêt cardiaque, pareil, pathologique ou traumatique. Et donc, je suis à ce titre dirigeant d'un organisme de formation qui s'appelle Stripos Sécurité, dans lequel on fait d'autres activités, notamment la conduite et la sécurité individuelle. Voilà pour la présentation. Je vous propose maintenant de nous intéresser à notre webinaire qui
qui concerne les accidents routiers, comment prendre en charge un accident routier en tant que primo-intervenant. Alors déjà, ce que j'aime bien faire, c'est essayer d'établir un cadre légal, puisque en France, l'intervention en premier secours, c'est quand même quelque chose qui fait peur. Alors j'espère maintenant beaucoup moins, mais bon, selon les différents retours que j'ai et puis les différentes activités sur lesquelles j'ai pu exercer, on a encore un petit peu cette peur d'intervenir, en tout cas quand on n'est pas missionné. Le secours en France, il est légiféré pour les professionnels du secours. Les professionnels du secours, vous les connaissez tous très bien, les pompiers, les infirmiers, médecins qui sont formés en interne aussi par les pompiers, mais qui interviennent aussi avec les SAMU, les SMUR et d'autres VSL maintenant. Il y a d'autres choses qui se mettent, qui renforcent cette prise en charge hospitalière. Et ensuite, en entreprise, on va avoir le SST, secours au travail, et les premiers secours civiques qui, elles, correspondent aux citoyens de la sécurité civile. Donc ça, c'est la partie légiférée du premier secours en France. Pour les non-professionnels de santé, il y a aussi un texte de loi qui est sorti en 2020, ce qui est très très bien. Dans ce texte, pour faire simple, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire du droit, pour faire simple, il vise tout simplement à déresponsabiliser toute personne qui aurait porté assistance à victime, mais qui ne serait pas du domaine soit du secours, soit professionnel de santé. Ce qui veut dire que si, au travers des gestes qu'il a réalisés en portant assistance, il y a des, entre guillemets, dommages collatéraux, excusez-moi du terme, eh bien, il ne sera pas porté responsable. Néanmoins, qu'en est-il pour les professionnels de santé ou les professionnels de secours, mais qui ne sont pas en mission? Ce qui pourrait être clairement notre cas. En tant que professionnels libéraux, je sors de chez moi, ou même pour ma part, moi, infirmier, je ne suis pas libéral, mais pour autant, je peux quand même assister à un accident. Sur quel cadre légal je vais être pris en charge? Tout simplement le cadre de mon activité de soignant. C'est-à-dire que on se retrouve dans la première catégorie, les professionnels du secours et les professionnels de santé, où là, c'est nos textes de référence qui font foi. Que nous soyons missionnés ou pas, s'il y a une problématique engendrée par nos gestes, c'est notre responsabilité professionnelle qui prendra le relais. Néanmoins, pour faire du premier secours ou de l'assistance à victime, on peut faire déjà pas mal de choses sans forcément tomber dans des gestes ultra techniques. Donc ça, c'était le message que j'aimerais vous faire passer. N'ayez pas peur d'intervenir. N'ayez vraiment pas peur d'intervenir. Et puis vous allez voir, on va essayer de vous donner un petit cadre, ou en tout cas un guideline pour pouvoir procéder à ça. Le guideline sur lequel on va travailler, il se base dans un premier temps sur un concept militaire. En fait, c'est un concept militaire, oui, mais qui est aussi très repris depuis les années 80 au niveau concernant les professionnels de santé, les professionnels du plein air dans les pays anglo-saxons. Ce concept-là, c'est un concept qui vise à intervenir selon 3 zones qu'on va voir juste après, la zone rouge, la zone orange, la zone verte, et qui est basé sur quand est-ce que je réalise mes soins, quand est-ce que je vais intervenir, et surtout pourquoi je me retrouve dans ce genre de contexte. Les armées, donc, on se retrouve avec ce genre de choses. Le concept est sorti au regard des différentes guerres, notamment les guerres qu'ont subies les Américains ou qui ont fait les Américains. Ça, c'est de la politique, c'est pas trop notre domaine. Dans lesquels un médecin force spéciale donc de l'armée américaine s'est posé en colloque avec ses amis chirurgiens, les intervenants préhospitaliers, les militaires, les sauveteurs au combat, en tout cas pour eux, chez eux, ça s'appelle la partie médique. Et sur un colloque, ils se sont aperçus que 15% des décès au combat pouvaient être évités. Dans ces 15%, donc il y avait 3 types de décès, 3 types de causes évitables qui étaient qui étaient tout simplement les hémorragies massives des membres, sur lesquelles on pouvait intervenir et réduire ainsi de 60% le nombre de décès. Le développement du pneumothorax sous tension, et ensuite la libération des voies aériennes. Quand vous regardez, c'est des gestes, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui voient, qui s'y diffusent déjà et qui sont déjà bien enclins et qui comprennent déjà bien sur quel type de gestes nous allons pouvoir intervenir.
L'idée de ces 3 zones, c'est tout simplement de se dire, je ne vais pas pouvoir réaliser certains gestes à un moment, par contre, je vais pouvoir les réaliser à un autre moment pour éviter de mettre en danger. La méthodologie telle qu'elle va se présenter, elle se présente sous le nom du protocole Marche. Alors, si certains d'entre vous connaissent le protocole Marche des armées, c'est pas tout à fait celui-ci. Le protocole Marche qui existe dans les armées, le Safe March Ryan, c'est un protocole qui est purement militaire, qui s'appuie effectivement sur ce protocole Marche dont on va parler, qui lui, comme je vous le disais, est né dans les années 80 pour la partie plein air du monde international et dans les années 85-90 pour la partie militaire des forces armées US. Comment ça va se décliner? Donc, comme je vous le disais, en zone rouge, zone orange, zone verte. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler en sécurité, de savoir à quel moment je peux travailler parce que je suis en sécurité, à quel moment je dois privilégier de me mettre en sécurité ou de sécuriser une zone, et à quel moment je vais pouvoir réussir à travailler en toute sécurité et surtout déployer un petit peu plus de matériel. Ce protocole de prise en charge, pour certains d'entre vous, le connaissez peut-être sous la méthode ABCDE. C'est une méthode qui est anglo-saxonne sur laquelle on retrouve un petit peu le même principe, c'est-à-dire prendre en charge selon un guideline. Ce qui est très intéressant, c'est que la méthode ABCDE, à l'heure actuelle, est en train d'arriver dans certains CESU et SDIS français. C'est une méthode qui a à peu près une bonne vingtaine d'années en pays anglo-saxons. Si vous le voulez bien, on va commencer à s'attarder dans un premier temps sur la zone rouge. La zone rouge, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, c'est une zone dans laquelle on va privilégier de travailler la sécurité. L'idée, ça va être dans un premier temps de sécuriser la zone, ou en tout cas de se dire, OK, moi en tant que primo-intervenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer, j'ai un incident sous les yeux, j'ai envie de porter assistance à victime, il y en a peut-être une, il y en a peut-être plusieurs, je ne sais pas encore, mais l'idée, comme vous le savez tous, c'est de ne pas intervenir et de se mettre en danger. Il est hors de question de se mettre en danger et d'amener ce qu'on appelle tous le suraccident. Pour ça, donc on va avoir recours, alors là je vous ai mis 4 des 6 sens, j'aimerais bien voir juste vos regards, ce que vous êtes en train de vous dire, et jusqu'à présent j'avais 5 sens, j'en ai un 6e. Je fais une petite aparté sur le 6e sens, en fait il y a de nombreuses études qui sont à l'heure actuelle en train de se préciser sur le 6e sens physiologique qui serait rattaché au système viscéral. Il y aurait un lien assez important entre le nerf vague et toute la partie neurologique des viscères qui interviendrait sur les émotions telles que la peur, le stress. Pourquoi je viens à parler de la peur et du stress? Parce que ces 2 dimensions-là sont des dimensions qui vont nous mettre un petit peu plus en alerte que si nous n'y étions pas. Si on n'est pas stressé, on n'est pas forcément très très vigilant. Dès qu'on va être stressé, soit on risque de décupler notre capacité de vigilance. Concernant les autres sens qu'on va mettre en exergue, ça va être plus donc des sens beaucoup plus communs, comme la vue. L'idée, c'est que quand vous arriviez sur une situation, sur un incident, de votre place, de votre véhicule, vous puissiez voir déjà pas mal de choses. Observer, c'est plus de l'observation et récupérer un maximum d'informations sur la scène. Combien je vais avoir de victimes, qu'est-ce qui s'est passé, récupérer, est-ce que je suis sur un accident de la route, est-ce que je suis sur un accident de la route piéton voiture, quel type de véhicule, est-ce qu'il y a un poids lourd, quel type de poids lourd, est-ce que avec mon odorat, je sens une odeur de gaz, je sens une odeur d'essence, est-ce que j'entends des bruits un peu plus particuliers avec plusieurs cris, je ne vois qu'une seule victime, ou alors je ne vois pas de victime, par contre j'entends crier, mais j'entends crier, je vais entendre crier plus à droite, plus à gauche. Donc ça va déjà me permettre de récupérer un maximum d'informations sur cette scène. Et là, vous êtes toujours dans votre véhicule et vous n'avez pas bougé. C'est le gros avantage. C'est ça qui est hyper intéressant, ça va vous permettre ensuite de pouvoir intervenir en sécurité. Se situer aussi dans l'espace face au danger. Est-ce que quand je vais arriver sur le danger, je vais me retrouver complètement dépassé, complètement bloqué. L'idée, c'est pas de se retrouver bloqué, bien évidemment, puisque si vous êtes bloqué sur le danger, à un moment donné, vous serez vous-même en danger. Deuxième item qu'on va pouvoir travailler sur la zone rouge, ça va être l'environnement. L'environnement, matérialisé dans un premier temps la zone de l'accident.
avant même de se jeter sur l'incident. L'idée, ça serait quand même de le matérialiser au minimum. Avec votre véhicule, vous avez des choses qui sont assez pratiques, c'est les warnings. Vous avez aussi le triangle de signalisation. Vous me direz effectivement, je l'ai, oui, mais c'est très compliqué à mettre en place parce qu'il faut que je perds du temps, je suis professionnel de santé, j'ai envie de soigner, j'ai envie de porter assistance, et là je me retrouve à peut-être mettre en place ce genre de choses. On va en tout cas le prendre en considération et surtout rechercher où sont les menaces. Est-ce que je me retrouve avec un incident qui vient d'avoir lieu, effectivement, et je n'ai qu'un seul véhicule. Est-ce que j'ai un seul véhicule qui s'est renversé, qui a été touché? Est-ce que j'ai deux véhicules? Ou est-ce que je suis sur une route qui est très passante, notamment sur une deux voies, ou même sur une nationale hyper fréquentée, où là, il peut y avoir un risque de suraccident si je ne matérialise pas la zone de l'incident. Ça, c'est la deuxième chose. On prend en compte bien notre environnement et on détermine ce qui va nous permettre aussi de déterminer notre mécanisme de blessure. On va en parler juste un petit peu après. Un choc frontal va nous orienter sur certains types de blessures, un choc latéral aussi, et surtout, est-ce qu'il y a eu projection de corps, est-ce qu'il y a eu du feu qui rentre en ligne de compte, tout ce genre de choses. Donc je sécurise, je prends bien en compte mon environnement, et là je vais pouvoir commencer à mettre en place un geste qui s'appellerait éventuellement le garrot. À partir du moment où je suis sûr de pouvoir intervenir, je me rapproche de ma victime. Tout en me rapprochant de ma victime, je vais essayer de prendre contact avec ma victime pour qu'elle me donne un maximum d'éléments sur ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle est. Et quand vous arrivez aux abords du véhicule, par exemple, si c'est un véhicule à 4 roues, vous allez déjà pouvoir voir que ce véhicule, il y a peut-être potentiellement un siège auto derrière. Siège auto, pas de personne, enfin pas d'enfant dans le siège auto. Est-ce qu'il y a une autre victime? Donc, vous allez pouvoir poser la question à la personne avec qui vous échangez, et notamment lui poser d'autres questions du type est-ce que vous saignez à un endroit? On va récupérer un maximum d'informations, néanmoins sans pour autant prendre en compte toutes les informations pour argent comptant. La partie épidémiologique, enfin pas épidémiologique, étiologique des accidents à l'heure actuelle, majorité d'accidents de la route sont sous emprise soit d'alcool, de stupéfiants ou ce genre de choses. Donc on va avoir des informations qui seront importantes, mais pas forcément toutes. Donc c'est pour ça que nous allons utiliser autant la verbalisation pour prendre contact avec notre victime que ensuite nos yeux et nos mains pour pouvoir les déterminer le type de blessure. J'arrive sur mon blessé et je m'aperçois qu'il y a un saignement important au niveau des membres. C'est une chose sur laquelle je peux intervenir assez rapidement. Je vais mettre en place mon garrot, même si on vous a longtemps expliqué que le garrot était quelque chose de dangereux parce qu'il y a une phase d'amputation qui était possible à distance. Oui, effectivement. Maintenant, la médecine, vous le savez mieux que moi, elle évolue quand même très très vite. On est en France, on a quand même possibilité en moins de 2 heures à 3 heures d'être sur la table du chirurgien. Si vous ne posez pas le garrot, c'est pas tout à fait la même table que va avoir notre victime. C'est pas une table de chirurgien, ce sera autre chose. Donc dans l'idée, saignement majeur, je viens poser mon garrot. À quel moment je vais poser mon garrot? Donc vous le savez bien, sur les membres inférieurs, les membres supérieurs. Il y a d'autres endroits sur lesquels on pourrait éventuellement intervenir pour gérer une hémorragie, pour prendre en charge une hémorragie, mais pas avec le garrot. Voilà, cette partie-là. Les différents types de traumatismes qui vont engendrer une hémorragie sur les membres, vous les voyez. On a des traumatismes simples à l'intérieur d'un véhicule, avec des éclats de vide, des projections d'objets à l'intérieur même du véhicule, suite à un tonneau ou suite à un choc brutal. Vous avez certains objets qui peuvent éventuellement se déplacer. Je pense aussi notamment aux véhicules de travaux ou d'artisans, les artisans qui ont des véhicules peut-être des fois surchargés en matériel. Vous allez avoir un deuxième type de mécanisme qui va se mettre en place, qui va être le blast. En fait, ça va être la projection du corps au-delà du véhicule. À partir du moment où il y a éjection, il y a potentiellement pénétration de corps étranger, soit au moment où il y a projection, soit au moment de l'atterrissage à l'impact au sol, avec s'empaler sur différents objets. Donc voilà à quel moment on va pouvoir mettre en place notre zone rouge.
notre garrot. Et le dernier geste qu'on va devoir réaliser en zone rouge, ça va être l'extraction. L'extraction, c'est une extraction d'urgence. Vous avez très souvent entendu parler, une victime, quand elle est au sol, tant que je n'ai pas décidé, je ne sais pas, à partir du moment où c'est traumatique, ou tant que je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas la déplacer. Il y a toujours une suspicion d'une atteinte cervico-thoracique ou même dorsale. Oui, je suis assez d'accord avec ça, voire même complètement d'accord. Néanmoins, là, on parle vraiment d'une extraction d'urgence. Donc le contexte fait que si vous ne déplacez pas la victime, elle risque, elle est face à un danger immédiat, elle risque de mourir, et vous-même être peut-être même en danger. Je vous donne juste une petite illustration. Vous vous retrouvez sur une nationale assez fréquentée ou une départementale, peu importe. Vous avez un motard qui vient de glisser sur une flaque. Cette route est hyper fréquentée et juste au moment où il glisse, il se retrouve à ne pas pouvoir bouger et il y a des véhicules qui arrivent. Vous n'avez pas le temps de matérialiser la zone, mais pour autant vous avez peut-être 30 secondes pour pouvoir le déplacer et vous décidez de dire ok, je vais réussir à déplacer ma victime, je vais le faire. Donc vraiment, l'extraction va se faire dans ce sens-là. Ça n'est pas une évacuation, mais une extraction d'urgence sur l'accident routier. Avant, évidemment, on va quand même observer notre environnement et surtout déterminer dans quel sens je vais extraire ma victime. L'idée, c'est pas d'aller vers le danger, mais bien de s'en extraire. Si au moment où je m'approche de ma victime, je recule, mais en fait, je recule sur un véhicule en feu, c'est pas trop une bonne idée. Pour autant, si je recule dans l'autre sens et que j'ai vraiment une autre sortie, là, à ce moment-là, je vais privilégier cette partie-là. Et c'est pour ça que les éléments que vous allez récupérer dans la capture de votre environnement, avec l'environnement visuel, auditif, est très très importante. Et ensuite, on va procéder rapidement et sans précipitation à l'extraction. Alors là, pour le coup, je vous donne quelques détails que vous connaissez sûrement. Pour extraire une victime qui est dans un véhicule avec une phase de danger important, véhicule en feu, potentiellement deuxième collision de véhicule. Donc là, l'idée, ça va être de le sortir assez rapidement. Il y a deux petites méthodes qui existent, qui sont assez efficaces. Mais dans un premier temps, pour rester en sécurité, couper le contact, mettre le frein à main, défaire la ceinture. C'est quand même bien plus facile pour sortir une victime. Et ensuite, écarter les jambes des pédales, et ainsi de suite. Vous allez me dire, c'est possible si effectivement la colonne de direction n'a pas bougé. Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà pour la zone rouge. Nous allons ensuite basculer sur donc la zone orange. La zone orange, tout à l'heure, on voyait dans la... 2 minutes. Donc, il y a des questions effectivement qui vont trouver leur réponse dans les prochains slides, mais on a une question qui correspond bien à la zone rouge. Donc, on a Pascal qui demande si les points de compression sur les zones hémorragiques sont toujours d'actualité, car tu as parlé de garrot sans évoquer la possibilité de points de compression. Les points de compression sont toujours d'actualité, oui. On va en rediscuter juste un petit peu après sur la zone orange. La particularité de la zone rouge, c'est que vous êtes vraiment sur un danger, une urgence, un danger imminent, une urgence vitale. Si vous faites un point de compression dans cette zone-là, potentiellement, vous allez vous mettre en danger. Donc l'idée, c'est juste, dans un premier temps, de mettre le garrot, puisque vous l'avez identifié, et on va ensuite s'extraire de la zone, ou potentiellement sécuriser toute la zone, et pour basculer sur autre chose, ce qu'on va appeler une conversion. On va en discuter juste après. Super, merci Mickaël, je te laisse continuer. Ouais, je reviens juste par contre sur le point de compression à distance. S'il vous plaît, ne perdez pas de temps avec ça. Le point de compression à distance a eu ses heures de gloire, tout à fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, le point de compression à distance, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. Si vous avez un point de compression à faire, ce sera un point de compression manuel direct sur la plaie, à partir du moment où il n'y a pas de corps étranger à l'intérieur, bien évidemment. Donc tu me disais, Priscilla, plus de questions? On bascule sur la zone orange. Non, plus de questions, je te laisse continuer. Enfin, les autres questions auront réponse dans les prochains slides, donc je te laisse continuer. Parfait, c'est génial. Donc une petite transition donc, sur la zone orange. La zone orange, on se retrouve dans une zone où on a un petit peu plus le temps. Le danger principal, le danger imminent n'est plus là. Potentiellement, il peut y avoir encore un autre danger, mais qui est bien plus lointain. D'accord. Donc, soit on s'est extrait,
et on s'est mis en zone un petit peu plus sécurisée, dans un talus ou peut-être même derrière un véhicule, mais qui fait barrage. Et la zone est sécurisée puisqu'on a réussi à utiliser les témoins qui étaient présents sur la scène et les amener en amont et en aval de l'incident pour sécuriser la zone et prévenir d'un accident. Donc là, on va pouvoir réussir à travailler. À ce moment-là, on va mettre en place le protocole marche en lui-même, qui va se décliner par lettres. Donc le M va être pour la gestion des hémorragies massives. Vous allez dire, mais on les a déjà gérées. Oui, on a géré les hémorragies qui étaient garrotables, donc les hémorragies des membres supérieurs et des membres inférieurs. Si nous avons des hémorragies qui sont non garrotables, déjà dans un premier temps, on va vérifier la pose, que les garrots que nous avons posés, si on en a posé, soient efficaces, que le saignement soit bien arrêté. Et ensuite, on va aller chercher d'autres types de saignements. Il est possible que quand vous arrivez sur votre victime, vous voyez un membre supérieur qui saigne, il va falloir aller vérifier s'il n'y en a pas d'autres. La zone rouge, en gros, on était sur peut-être 2 minutes d'intervention. Donc en 2 minutes, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut pas. Faut être aussi assez lucide. Je peux pas poser 10 garrots, d'accord. Donc là, je vais aller chercher les autres hémorragies sur les autres membres. Si je n'en ai pas, tant mieux. Potentiellement, j'ai d'autres saignements qui peuvent être mis en place, notamment des hémorragies qui sont non garrotables. Et là, on a 3 axes qui sont assez importants. Ça va être les axes des carotides, l'axillaire, où là, à partir du moment, en fait, à la racine des membres, je ne vais pas pouvoir poser un garrot. Le garrot sera complètement inefficace. Et à hauteur des membres inférieurs, au niveau de l'aine. Au niveau de l'aine, on va aller vérifier. Ces 3 troncs-là sont des troncs artériels que vous connaissez très bien. Et l'idée, c'est de pouvoir intervenir rapidement s'il y a une hémorragie. Donc là, on va intervenir comment? En mettant tout simplement une mèche à l'intérieur, que je vous présenterai un petit peu tout à l'heure. C'est des mèches condensées, on en parlera un petit peu tout à l'heure, des mèches hémostatiques, soit imprégnées d'agents hémostatiques, soit non imprégnées. À quel moment on va avoir ce genre de choses? Bon, vous imaginez, on en a déjà un petit peu parlé, sur des blessures au niveau du thorax, oui, au niveau du visage et du cou avec des éclats de pare-brise et potentiellement aussi avec donc ce qu'on disait tout à l'heure, des objets du véhicule qui ont peut-être été projetés, ou même au moment de l'impact, un objet extérieur qui est venu rentrer soit de face, soit en latéral et qui a heurté le visage. Le visage, potentiellement le thorax aussi. Voilà pour la partie du M, la gestion des hémorragies massives. Ensuite, nous allons voir les voies aériennes, la libération des voies aériennes. L'idée, comme on disait tout à l'heure, c'était d'intervenir sur les décès évitables. En commençant par mon M, je gère les hémorragies massives, le A, la libération des voies aériennes, et tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait le troisième, en prévenir l'arrivée du pneumothorax compressif. On va le voir juste après. Ce protocole est quand même relativement bien fait, puisque il est dans cet ordre-là, en passant par les décès évitables. Ce que vous connaissiez déjà peut-être pour ceux qui ont fait du secourisme avant, en termes de bilan vital. On va rentrer juste un peu plus dans le détail avec le protocole. Et ensuite, on va voir donc le R qui arrive derrière, qui va être la respiration. Si vous regardez ce protocole, marche, vous partez d'un homme qui est debout, c'est-à-dire que quand vous regardez un humain, vous allez pouvoir commencer à travailler sur les membres supérieurs, les membres inférieurs, revenir au niveau du cou, les creux axillaires, les pleins inguinaux, et ensuite je remonte les voies aériennes, les respirations, et ainsi de suite, je redescends. Donc en gros, c'est un protocole qui nous permet tout le temps de partir de la tête jusqu'aux pieds. Donc ça permet d'avoir ce fameux process récurrent qui nous amène à faire des gestes précis. La libération des voies aériennes, des gestes relativement simples. Si elles sont encombrées, je vais pouvoir faire une bascule à tête en air, vous la connaissez. La désobstruction digitale, donc avec un gant, avec une compresse. Potentiellement, il y a des corps étrangers à l'intérieur, donc la mâchoire pas la mâchoire, les dents qui sont peut-être abîmées, des caillots de sang qui sont peut-être mis en place, de la salive, ou s'il y a eu projection, il peut y avoir aussi d'autres choses. Peut-être que la personne est en train de manger. Et vous êtes, je pense, assez d'accord sur le fait qu'à partir du moment où la trachée est bouchée, on va se retrouver avec une obstruction. Et donc là, plus d'alimentation du cerveau en oxygène et tout le reste du corps qui risque de dégénérer et de partir en choc. Donc, avec des gestes simples, on peut déjà se permettre de libérer les voies aériennes. Je rentre un petit peu plus dans le détail avec des dispositifs supraglottiques. C'est des dispositifs que certains d'entre vous connaissent, j'imagine. C'est un petit peu plus facile à mettre en œuvre et surtout avec beaucoup moins de contre-indications que le masque laryngé, voire même avant d'arriver sur l'intubation, l'idée étant de libérer les voies aériennes. On n'est pas forcément là pour en discuter trop.
non plus. La troisième étape, ça va être donc le R, avec l'évaluation et l'évaluation de la respiration, et surtout favoriser la respiration par des gestes simples. La position demi-assise va favoriser une respiration, une libération du thorax va favoriser aussi la libération, la gravité faisant son office. Des fois, si vous avez des corps, si vous avez du matériel ou une ceinture qui vient écraser la cage thoracique, ne serait-ce que de l'enlever, ça rebondit un petit peu sur le fameux col cravate ceinture de nos anciens, que j'ai connu aussi d'ailleurs, parce que j'ai quand même un peu de cheveux blancs. C'est un petit peu d'humour, où l'idée est de favoriser l'extension et l'expansion plutôt de notre cage thoracique. Le R, une chose qui va être relativement important, ça va être à partir du moment où on favorise l'expansion de la cage thoracique, on va devoir aussi aller explorer notre cage thoracique pour voir s'il n'y a pas eu un trauma pénétrant de la cage thoracique. Trauma pénétrant, vous connaissez sûrement, ça va, à partir du moment où ma cage thoracique est percée, il va falloir que je la bouche parce que l'air ne rentre que par un orifice qui est la trachée, donc la bouche, la trachée. Si vous avez une autre entrée d'air dans les poumons, on va se retrouver derrière avec tout un mécanisme physiopathologique que vous connaissez, le pneumothorax sous tension. Donc l'idée, c'est de diminuer l'air qui rentre par le trauma pénétrant le plus vite possible pour retarder et reculer l'arrivée du pneumothorax. À quel moment on va avoir ce genre de choses sur des chocs frontaux, on voit tout ce qui va toucher en fait la barrière thoracique. Pareil, projection, potentiellement aussi plaquage de la cage thoracique sur le volant, projection latérale de corps étrangers, décélération brutale aussi, et zone d'impact, comme on le disait tout à l'heure, s'il y a une éjection. Voilà pour la première partie du marche, donc les hémorragies massives, la libération des voies aériennes et le R. À partir de ce moment-là, j'ai bien pris en charge mes 3 types de décès évitables. Donc, rappelez-vous, au combat, donc là pour le coup on n'est pas au combat, je vous l'accorde, mais ce genre de pathologie, on peut quand même les régler de façon très très simple dans la vie de tous les jours, notamment sur un accident routier. La 4e lettre qu'on va pouvoir utiliser, ça va être le C de la circulation. Alors non pas pour le coup accident routier, la circulation routière, non pas du tout, vous l'avez bien compris. Par contre, la circulation au sens pouls radial, au sens circulation sanguine, le pouls radial, le pouls artériel, enfin le pouls fémoral, le pouls carotidien. Dans ce genre de cas de figure, on va s'intéresser que au pouls radial. C'est-à-dire que l'idée va être aussi de déterminer si j'ai un pouls radial bilatéral ou si j'ai un pouls radial que d'un seul côté. Il faut aller chercher l'information. Pouls radial, je vais récupérer mes 2 doigts, je viens sur mon artère radiale et je vérifie en fonction de ce que je capte, est-ce que j'ai un pouls rapide, est-ce que j'ai un pouls lent, est-ce que j'ai une fréquence, est-ce que j'ai un pouls frappé ou alors qui est vraiment très, très filant. Tout ça, ça va vous donner une indication sur le phénomène de choc hémorragique. Les indications d'un choc hémorragique sont la sueur, la pâleur, qui sont la sueur un petit peu difficile à déterminer sur ce genre d'accident. Mais dès que vous allez commencer à avoir un pouls rapide au-delà de 140 battements par minute, une fréquence respiratoire qui augmente aussi, un abdomen qui peut être éventuellement dur. Là, on est sur l'hémorragie interne, par exemple. Je parle encore une fois juste de l'aspect cardiovasculaire, parce qu'un abdomen dur ne signifie pas forcément que ce soit toujours une hémorragie, on est d'accord. Et donc, ce genre d'informations, il va falloir aller les chercher pour justement faire des diagnostics différentiels. Évaluer aussi l'état de conscience. Excusez-moi pour le son qui vient de se mettre en place. Évaluer l'état de conscience aussi avec donc le Glasgow, plusieurs d'entre vous en ont entendu parler. Je dois être un petit peu fragile avec mon cerveau, puisque le Glasgow, c'est quelque chose que je connais effectivement, mais c'est pas une échelle qui me paraît être hyper intuitive. Il y a une autre échelle qu'on utilise beaucoup en primo-intervention, qui s'appelle la VPU, dont on pourrait parler quand même pendant pas mal de temps, mais qui est relativement simple et qui va nous amener à avoir en primo-intervention une idée déjà de l'état de conscience de notre victime. Ça, on en a déjà un petit peu parlé. Je vais juste affiner un petit peu le détail sur la circulation et sur les signes du choc qui vont se mettre en place.
Très souvent sur un accident routier, en choc frontal, sur les mécanismes de blessure, on va très souvent avoir un bassin qui aura bougé avec une fracture du bassin, une fracture du fémur, qui va générer forcément des hémorragies internes. De l'extérieur, on ne voit rien. En interne, à partir du moment où on a commencé à récupérer notre fréquence respiratoire, notre fréquence cardiaque, oui c'est ça, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque et d'autres éléments dont on vient de parler, on va pouvoir éventuellement s'orienter vers un bassin fracturé. Comment je vais déterminer si mon bassin est fracturé? Donc déjà, ça va être un bassin qui va être douloureux. Et au moment où vous allez aller vérifier, il s'agit dans un premier temps de faire correspondre aussi vos mains sur les deux crêtes iliaques. À partir du moment où, voilà, vous n'allez pas forcément trop le voir, mais où j'ai un décalage de crête iliaque, c'est que j'ai un bassin qui a bougé, potentiellement fracturé. Et donc, un bassin fracturé, c'est un bassin qui saigne énormément, très rapidement. Donc, je vais avoir des retentissements sur ma circulation que j'aurais pu déterminer justement si je vais chercher mes éléments. À ce moment-là, à partir du moment où je me retrouve avec des patients qui sont inconscients et donc dans la littérature secourisme, inconscient, je peux commencer déjà mon massage cardiaque. Plus besoin d'aller forcément chercher en systématique le pouls carotidien. Une inconscience avérée pendant 10 secondes, nous pouvons commencer à mettre en place le massage cardiaque. Faut-il encore peut-être avoir un DAE en relais, ou en tout cas peut-être faire intervenir un témoin qui peut aller éventuellement chercher un DAE, sauf si vous êtes effectivement dans un milieu très isolé, ça va être plus compliqué. Maintenant, peut-être des professionnels de santé parmi vous ont un défi dans la voiture. C'est à ce moment-là, peut-être certains d'entre vous se sont posé la question de à quel moment je préviens les secours. À ce moment-là, on peut commencer à prévenir les secours. Pourquoi je le mets aussi tardivement? Tout simplement parce que j'ai réussi à récupérer pas mal d'éléments concernant ma circulation, concernant ma circulation sanguine, donc mon système cardiovasculaire, mon système respiratoire, mon état de conscience, et ça me permet d'avoir justement ces 3 items et de répondre aux questions qui vont m'être posées par l'opérateur que je vais avoir au téléphone. Le numéro que je vais vous conseiller, que je vais vous recommander, ça va être le 112. Je pense que vous l'avez déjà bien suivi. Le 15, le 17, le 18 sont toujours des numéros qui sont en fonction. Je mets un petit bémol dans certaines grandes villes qui commencent vraiment à disparaître au profit du 112. Le 112, le gros avantage, c'est que c'est une plateforme multifonctionnelle qui au même moment va pouvoir déclencher autant les services de secours que par exemple les services routiers, la sécurisation. Donc là, ça va être la partie force de l'ordre qui va venir sécuriser l'accident et ainsi de suite. Le même opérateur sur sa plateforme pouvoir déclencher tous ces moyens. Ce qui n'était pas forcément le cas avant quand on avait juste le 15 ou que le 18. On devait rebasculer sur des autres opérateurs. Ensuite, nous allons, à partir du moment où vous avez téléphoné au 112, je vais essayer de hiérarchiser un petit peu, de synthétiser mon appel et d'expliquer qui je suis, parce que je suis un professionnel de santé, un professionnel de secours. Là, pour autant, ça va être plus un professionnel de santé. Pas forcément adepte de la primo-intervention, mais néanmoins, j'ai des compétences quand même. C'est pas parce que vous n'êtes pas en pré-hospitalier, vous n'êtes pas sur des SAMU ou des SMUR, que vous n'avez pas des compétences et des capacités qui vont faire que vous allez pouvoir porter assistance. Donc c'est un point qui est ultra positif et qu'il faut vraiment essayer de prendre en considération. L'autre point qui va être important, je vous appelle, c'est pour demander les secours. Il va falloir réussir à leur expliquer où est-ce que vous êtes. Maintenant, de nos jours, on se retrouve avec de la géolocalisation qui est assez facile. Néanmoins, quand on est en milieu isolé, la géolocalisation, si vous êtes en forêt ou si vous êtes dans des secteurs qui ne sont pas forcément couverts par le GSM ou qui sont couverts mais de façon très très succincte, c'est aussi pour ça qu'on va retarder l'appel. Si vous êtes en 3G ou si vous êtes tout simplement en couverture GSM limitée, l'appel que vous allez effectuer est un appel qui est primordial. C'est-à-dire que quand je vais le diffuser, j'aurai peut-être que cette capacité-là, j'aurai peut-être qu'un seul coup de téléphone possible qui va passer parce que le réseau passe, parce que l'environnement climatique m'amène une mauvaise couverture météo, une mauvaise couverture GSM. Donc je vais vraiment potentialiser, synthétiser tous mes éléments pour pouvoir les adresser. Une localisation précise, peut-être des points de repère au niveau de la localisation. Levez un petit peu la tête, des fois vous allez avoir des balises,
des châteaux d'eau, en fonction de l'endroit où vous êtes, des châteaux d'eau qui vont être matérialisés. La ville, vous la connaissez à peu près, vous savez à peu près où est-ce que vous êtes. Le sens de circulation, si vous êtes sur des grands axes routiers par exemple, est-ce que en fonction si vous êtes sur une autoroute ou sur un axe, sur une rocade, c'est relativement judicieux de leur dire dans quel sens vous êtes. Des points de repère, vous prenez aussi les antennes, les antennes électriques, qui peuvent être aussi des très très bons points de repère. Et pour autant, s'il y a un centre commercial pas très loin, ce genre de choses. Le deuxième, donc le premier Q, le deuxième O, le deuxième Q, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ce qui va être important, ça va être le mécanisme de blessure. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un choc véhicule piéton? Est-ce qu'il y a du vélo? Est-ce qu'il y a de la moto? Est-ce que c'est un choc frontal, un choc latéral? Et ce genre, et ainsi de suite. Les éléments du bilan vital, vous avez pu les recueillir, donc la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, l'état de conscience que vous avez recueilli dans votre MARC précédemment, le nombre de victimes si vous en avez plusieurs, et ensuite si vous avez encore un danger qui est présent. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme danger? Un véhicule dans le choc que vous venez, l'incident que vous venez de voir, en fait c'est un camion citerne qui a percuté une voiture. Pour l'instant, vous n'avez pas vu de fuite de carburant. Néanmoins, il est quand même assez judicieux de prévenir que c'est un camion citerne qui potentiellement, soit c'est du carburant, soit c'est de l'ammoniac, soit ça va être autre chose, ça peut être tout simplement du lait, vous n'en êtes pas forcément aperçu. Mais au moins, n'hésitez pas à le lire. Ça risque, on va pouvoir déclencher des moyens peut-être un peu superflus, mais ça peut être intéressant. Le dernier Q qui va être qu'est-ce que j'ai fait comme geste de secours? Est-ce que j'ai dû poser un garrot, qui est une notion hyper importante, puisque ça veut dire qu'on a une hémorragie, donc un problème de désamorçage de la pompe cardiaque. Est-ce que j'ai dû extraire la victime en urgence, donc potentiellement une atteinte aussi cervicale, une atteinte du rachis, ce genre de choses. D'accord. Ce sont des gestes que vous avez réalisés qui sont somme toute très simples, mais qui ont une importance capitale d'être énoncés, que ça risque de aussi dimensionner les secours qui vont arriver, ainsi que les secours de destination. En fonction du mécanisme de blessure et du type de blessure, vous serez plus souvent orienté vers un trauma center, que vers une clinique locale, par exemple. C'est pour donner vraiment des extraits. Voilà pour le QQQ. La prochaine étape sera le H avec la gestion de l'hypothermie. L'hypothermie, c'est pas juste couvrir et mettre une couverture de survie sur une personne. C'est déjà dans un premier temps l'abriter, parce que si vous êtes sous la pluie et si cette victime est sur le sol depuis un petit moment, ne serait-ce que par conduction, elle a très très froid. Donc il va falloir l'isoler aussi du sol. La couvrir. Des couvertures de survie maintenant dans les véhicules, il y en a vraiment un petit peu partout, les véhicules récents. Une couverture de survie, ça coûte pas très très cher. L'idéal pour utiliser une couverture de survie, c'est de la mettre vraiment à même la peau. Alors, effectivement, il faut discuter avec votre victime, essayer de la couvrir, essayer de lui expliquer que vous allez introduire la couverture sur elle, tout en gardant les vêtements. Bon, il y a une méthode qui est assez simple à mettre en place, que je ne pourrais pas forcément vous montrer, mais l'idée, c'est vraiment de glisser la couverture de survie dans le dos, venir couvrir le thorax en partant de la face antérieure, de la face postérieure, couvrir le thorax, couvrir la tête, couvrir les fesses, de manière à ce que au moins la partie centrale puisse être réchauffée. Forcément, si la partie centrale est réchauffée, elle va diffuser du volume sanguin à température normale. Très souvent, on ne va pas chercher à réchauffer une victime, mais au moins conserver une normothermie, conserver une température corporelle. Éviter les déperditions de chaleur, tout simplement. Le E, ça va être tout le reste, ça va être la gestion des petites plaies, ça va être aussi la gestion de l'état psychologique de notre victime, on n'en a pas forcément parlé, mais à ce moment-là, on va commencer à pouvoir en parler, soulager la douleur, réconforter notre victime, lui expliquer ce qui s'est passé. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'à ce moment-là, quand je communique avec ma victime, j'évite de lui mentir. Il va vous poser des questions, alors je ne suis pas dramatisant non plus, même si j'en suis bien conscient, que la situation dramatique, je vais essayer d'être modéré, mais sans lui mentir. Le mensonge, je pense que vous avez tous des enfants, quand votre enfant vous ment, vous le sentez. Mais votre victime, elle va le sentir aussi. Si on n'a pas cette notion de confiance qui s'installe entre nous et notre victime,
il peut y avoir des conséquences assez dramatiques derrière pour la victime. Notamment, je vous donne juste un petit retour d'expérience que j'ai vécu en opération. Un garrot, quand vous le mettez en place sur un membre, ça fait super mal, ça fait très très mal, tellement mal qu'on ne sent même plus l'impact de la balistique. Une fois, un climat de confiance qui n'était pas forcément bien instauré, avec vraiment un haut niveau d'intensité, de violence qui était présent, la douleur était tellement insupportable qu'il a commencé à défaire son garrot. S'il défait son garrot, bah forcément, je me retrouve avec un garrot qui est inefficace. Heureusement que je systématise, on en parle juste un petit peu après, mes gestes, et que je reviens sur les gestes que j'ai déjà pratiqués. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que le garrot était desserré. J'ai repris un petit peu le niveau de confiance de ce côté-là avec ma victime en lui expliquant que il fallait absolument qu'il le conserve, sinon, même si ça lui faisait mal, il risquait de mourir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Dans le E, comme E de tout le reste aussi, ça va être la gestion des fractures. Potentiellement, si vous avez des fractures à gérer, non pas réduire les fractures, mais en tout cas les immobiliser. On est bien d'accord que c'est ridicule, en tout cas à ce niveau-là d'intervention. Néanmoins, immobiliser une fracture avec les moyens du bord, ça peut vraiment soulager la victime. Donc n'hésitez pas, on pourrait en parler, je vous montrerai du matériel juste en fin de webinaire. Du matériel d'immobilisation de fortune qui est relativement efficace et qui ne prend pas beaucoup de place. Voilà pour la zone orange. Priscilla, est-ce que tu penses qu'il y a quelques questions? Priscilla n'est plus là. Bon. Nous allons passer sur la zone verte et gardez bien vos questions à portée de chat ou à portée de main. Sur la dernière phase, dans tous les cas, on aura des échanges. Là, je t'entends, tu es revenu, Priscilla. Excuse-moi, j'ai eu un petit souci de son. Oui, effectivement, nous avons des questions. Donc, on a Céline qui demande s'il faut noter l'heure de la pose du garrot. Effectivement, je suis pas revenu sur cette pose de garrot, mais c'est une importance capitale à partir du moment où vous avez posé votre garrot et que vous ne l'avez pas enlevé. À partir du moment où il est posé, vous êtes sûr qu'il est posé, qu'il sert à quelque chose, on note l'heure du garrot et c'est une information qui est capitale à transmettre au secours. Puisque, vous savez, concernant le risque d'amputation qu'il y a derrière, il est intéressant de savoir à quelle heure a été posé le garrot. Tout à fait. Merci. On a également Maurice qui demande, qui évoque la difficulté des points de compression lorsqu'on est seul, surtout lorsqu'il y a danger. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous invite fortement en fait à poser des garrots, parce que quand vous êtes seul, s'il y a un saignement, vous l'avez complètement identifié. Je n'ai que 2 mains. Si j'en mets une déjà pour faire un point de compression, éventuellement je peux le maintenir, mais déjà maintenir un point de compression tout seul c'est compliqué. À une main, ça l'est encore plus. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, le garrot a aussi une raison d'être, une bonne raison d'être. Si on est sur une hémorragie garrotale, on est bien d'accord. Après, à partir du moment où vous aurez fait un méchage, l'idée, ça va être de mécher, donc de rentrer une gauze à l'intérieur de votre blessure et de mettre éventuellement un pansement compressif. Je vous montrerai quelques petits matériels et surtout des kits qui sont tout petits comme ça et dans lesquels vous avez vraiment tous les éléments pour pouvoir travailler. Coûte pas très très cher et ça vous permet, avec une petite formation, de vous dire ok, là je peux être efficace. Merci. On a également Amandine qui demande si elle a bien compris l'identification de l'arrêt cardio-respiratoire. C'est bien l'inconscience et l'absence de ventilation sur les 10 secondes, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Avant, on faisait une inconscience, une absence de respiration et un pouls carotidien. À l'heure actuelle, le pouls carotidien n'est plus une obligation. À partir du moment où vous avez une victime qui est inconsciente, qui ne respire pas pendant plus de 10 secondes, là, vous pouvez commencer le massage clinique. Ce sont les dernières recommandations nationales et internationales. Très bien. Et enfin, on a Claire qui demande comment en pratique on effectue un pansement thoracique, pardon. Un pansement thoracique. L'idée, ça serait juste d'apposer, de boucher une plaie. Il
y a une étude qui est en milieu isolé qui est réalisée à l'heure actuelle. La couverture de survie est très très efficace. Alors moi, ce que j'utilise assez fréquemment, n'importe quel type d'emballage en fait. Vous avez n'importe quel type d'emballage qui vient se poser sur votre thorax et ensuite le scotcher tout autour, tout simplement. Parmi vous, il y a sûrement des infirmiers, des médecins. On a toujours une petite trousse qui traîne dans le véhicule. Dedans, si vous avez du sparadrap et un emballage propre, pas forcément stérile, mais en tout cas propre, vous pouvez le mettre en place dessus et entourer complètement, scotcher complètement les 4 bords à votre plaie. Ça vous permettra de ne plus avoir l'air qui rentre de ce côté-là. Il va rentrer quand même de l'autre côté et on va se retrouver avec de l'air qui va rentrer dans la plaie, mais pas forcément. On va retarder vraiment l'apparition du pneumothorax. Est-ce que j'ai répondu à la question? Très bien. Je te laisse continuer. Merci, Mickaël. Voilà pour la zone orange. Nous allons basculer maintenant sur la zone rouge. Alors, comme vous pouvez le voir, sur la zone orange, on a fait le M, le A, le R, le CHE. On a quand même brossé pas mal de choses. Là, je passe très très vite parce qu'on est sur un webinar. Mais quand vous regardez, on peut aller très loin dans la prise en charge des soins. Ce protocole, moi, je l'utilise autant en primo-intervention que chez les professionnels de santé. Les professionnels de santé aussi. Par exemple, dans le C, à partir du moment où il va y avoir les signes de choc qui vont commencer à se faire, à se présenter et qu'on va réussir à les confirmer, à ce moment-là, on peut commencer, par exemple, la phase de remplissage. C'est un exemple parmi tant d'autres. Sur la partie E de et tout le reste, je vais pouvoir commencer aussi à poser mes attelles, à soulager la douleur avec peut-être une injection d'antalgique et ce genre de petites choses, poser des voies veineuses. Et en pré-hospitalier, l'idée, c'est aussi de travailler avec ce protocole-là. C'est ce qui serait génial de pouvoir travailler autant en primo-intervention, en gestion du secours, qu'en pré-hospitalier. Ça serait top qu'on ait vraiment cette continuité de prise en charge. Dans les pays anglo-saxons, ça existe. Chez nous, c'est en train d'arriver, mais c'est un petit peu long. Et donc la phase suivante, ça va être la zone verte. La zone verte, quel va être l'objectif de la zone verte? Eh bien, l'idée, c'est tout simplement j'ai réalisé tout un tas de soins, j'ai pris en charge ma victime, j'ai sécurisé toute ma zone, j'ai fait des gestes de premier secours que je pouvais faire, je me suis senti, j'ai eu l'opportunité de faire des gestes, une prise en charge un petit peu plus technique. Et là maintenant, j'ai passé mon coup de fil au secours, et les secours me disent, écoute, on n'est pas là avant une petite heure. Une petite heure, pour eux, c'est peut-être pas grand-chose, mais des fois, pour nous, ça paraît une éternité. L'idée dans cette zone verte, ça va être de réévaluer mon patient. C'est-à-dire que je vais revenir de la tête aux pieds et je vais explorer et je vais refaire exactement les mêmes gestes que j'ai réalisés sur ma victime. Un check de la tête, un check des bras, un check du thorax, du dos. On oublie trop souvent le dos, les fesses, le bassin, les membres inférieurs. Quand je réalise ces gestes-là, l'idée c'est d'aller chercher soit une aggravation des symptômes, donc dans ces cas-là je peux les quantifier, soit tout simplement une stabilisation des symptômes. Je le réalise toutes les 5 minutes ou toutes les 15 minutes. 5 minutes, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai une atteinte, j'ai un trauma dans mon M, mon A ou mon R, ça veut dire que mon bilan vital peut être engagé assez rapidement. Donc je vais réaliser cette réévaluation toutes les 5 minutes. Et dans cette réévaluation, je vais prendre en considération de réaliser aussi, réévaluer les soins que j'ai mis en place. Je réévalue la pose de mon garrot, je réévalue le pansement compressif si j'en ai mis un, je réévalue mon pansement thoracique si j'en ai mis un, et ainsi de suite. Tous les gestes techniques, les gestes de premier secours que j'ai réalisés, je vais les réévaluer pour voir s'ils sont toujours efficaces. 15 minutes, ça va être pour les autres victimes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas d'altération ni du M, ni du A, ni du R, mais qui vont avoir problèmes neurologiques, mais pas forcément, en tout cas, pas grave, pas nécessitant une prise en charge immédiate. Dans tous les cas, de toute façon, en neuro, ça va être un peu compliqué. Une fracture, mais qui est somme toute très importante, qui visuellement va paraître dramatique. Mais à partir du moment où une fracture ne saigne pas de façon hémorragique, on n'est pas sur une urgence vitale. Ça dépend aussi de sa localisation, mais voilà. Donc ce genre de choses, ce genre de patients, de victimes, on va les réévaluer toutes les 15 minutes. Bien évidemment, on va rassurer et réconforter notre victime. Je reviens sur la phase mensonge, on en a déjà parlé.
Et ensuite, il va être l'heure de renseigner une mini fiche blessée. L'idée, c'est d'avoir peut-être, si vous n'avez pas forcément la fiche blessée, ça va être tout simplement de noter tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vu, et surtout l'évolution des symptômes que vous avez réussi à identifier en avance de phase. Une petite fiche blessée, je vais vous montrer un exemple. Et ensuite, conditionner la victime. Conditionner, ça va être, si on a, à partir du moment où j'ai du temps, je vais pouvoir travailler, essayer de la rendre la plus confortable et la plus, entre guillemets, présentable, mais c'est pas vraiment présentable. À partir du moment où je vais intervenir sur les petites blessures, je vais lui nettoyer le visage, elle a eu une plaie au niveau du crâne qui est juste une plaie superficielle, il n'y a pas d'hémorragie, elle a quand même le visage plein de sang, peut-être qu'il serait judicieux si j'ai un peu de temps de lui nettoyer le visage, ça me permettra aussi d'aller voir s'il n'y a pas d'autres problématiques plus profondes, et ainsi de suite, d'accord. Nettoyage de plaies, prise en charge de la douleur, et peut-être évacuation d'une victime, dans le sens où vous avez une victime qui est, en fait, le lieu de l'incident est vraiment complètement éloigné d'une zone fréquentée. Vous êtes tout seul ou alors vous êtes deux ou trois. Il y a une personne qui a été récupérer les secours sur l'axe principal. Peut-être qu'il est temps à ce moment-là de se dire, est-ce que je pourrais pas déplacer ma victime puisque elle a peut-être juste une fracture ou une fracture pas forcément ouverte, mais par exemple du tibia. Ça n'empêche pas que je peux éventuellement la porter. S'il n'y a que le tibia qui est touché, je peux la porter. Si j'ai pas d'atteinte neurologique quand je fais mon bilan, si j'ai toujours une communication entre le système nerveux central et le distal, en allant chercher mes éléments, je peux quand même déplacer ma victime. Je la mets soit en portage sac à dos, soit je la mets en format chaise, c'est-à-dire qu'on peut faire une chaise avec un collègue, ce genre de choses, et donc du coup la déplacer et la rapprocher peut-être du lieu d'évacuation. L'idée va être de transmettre cette victime le plus facilement et le plus fluidement possible, ce ou cette victime, aux professionnels de secours. Un exemple de fiche blessée, il en existe plein. L'idée, encore une fois, dans ce genre de situation, c'est d'avoir quelque chose qui est très simple, qui est très pragmatique, qui ne va pas me prendre la tête et que je vais pouvoir remplir de façon assez simple, tout en ayant le maximum, les informations importantes dessus. Vous y voyez donc le nom, l'heure de l'incident, le type, donc le mécanisme lésionnel, le type d'incident. Est-ce que c'est une explosion? Est-ce que c'était suite à un feu? Est-ce qu'il y a un membre arraché? Une fusillade, ce genre de choses. Donc là, pour nous, ce qui nous concerne, c'est l'accident routier. Peut-être décrire le type de véhicule qui est engagé dans la phase autre. Et ensuite, quand vous avez votre I, les blessures, comme on peut le voir, c'est marqué d'une croix la blessure en localisant la blessure sur le corps humain. J'ai une blessure au niveau du thorax, sur ma fiche blessée, face postérieure, donc vous la voyez, le nombril est dessiné. Je vais faire une petite croix à cet endroit-là, disant que ma blessure, elle est là. Ça va permettre au service de secours de se focaliser plus facilement sur quelque chose qui est déjà identifié. Je vous rassure, ils iront quand même chercher d'autres éléments, mais vous, au moins, vous avez quand même déjà dégrossi le travail. Sur la face postérieure, on peut faire exactement la même chose. D'accord ? Donc ça, c'était sur le recto. Sur le verso de cette fiche blessée, on va avoir les signes et symptômes. C'est là qu'on va répertorier tous nos éléments du bilan vital. Le pouls, donc là c'est un petit peu en version internationale, volontairement puisque je travaille aussi beaucoup à l'international. La prise la fonction circulatoire, respiratoire, à quel moment j'ai passé mon coup de fil, j'évalue mon état de conscience et on a effectivement que 5 cases, 5 colonnes nous permettant de réévaluer notre victime, mais ça peut être déjà une première phase pour ensuite, si vous avez une autre feuille blanche à ce moment-là, vous permettre de continuer cette surveillance. Les traitements ne sont pas forcément des traitements médicamenteux. À partir du moment où vous avez posé un garrot, c'est un traitement. À partir du moment où vous avez mis un pansement thoracique de fortune, c'est un médicament. À partir du moment où vous avez immobilisé et mis en position demi-assis, c'est un traitement. Tout ce genre de choses. D'accord. Voilà donc sur la partie zone verte, donc zone rouge, zone orange, zone verte. Je rappelle, zone rouge,
en priorité, je vais gérer l'aspect sécuritaire pour pouvoir intervenir moi-même en sécurité, ne pas me blesser et surtout ne pas induire de suraccident, autant pour moi que pour la victime. Zone orange, je peux travailler un peu plus travailler au niveau technique sur les gestes de premier secours ou les gestes un petit peu plus techniques si j'ai la capacité de le faire. Parce que je suis dans un environnement, pardon, excusez-moi, qui est un petit peu plus sécurisé. Et la zone verte, je suis dans un environnement qui est complètement sécurisé, je n'ai plus de menaces, ce qui me permet d'aller beaucoup plus loin, de réévaluer profondément ma victime, de réévaluer les blessures, de réévaluer les gestes techniques que j'ai réalisés et de préparer ma victime à l'évacuation. Voilà pour la zone verte. Est-ce que Priscilla, tu veux faire une pause à ce moment-là, question? Ou juste après? Effectivement, il y a une question qui revient un petit peu sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a Guillaume qui demande si le pansement 3 côtés est toujours d'actualité. Le pansement 3 côtés est toujours d'actualité, mais le pansement 4 côtés est beaucoup mieux reconnu. Pourquoi? Le pansement 3 côtés induit ce sentiment de me dire, ok, j'ai effectivement fait mon pansement 3 côtés, j'ai géré la partie, je recule le pneumothorax, l'air ne rentre plus par le thorax, et mes liquides, si éventuellement il y en a, peuvent s'évacuer, certes. Néanmoins, un pansement de 3 côtés de fortune, si j'ai du liquide, il risque d'y avoir de la coagulation, il risque d'y avoir un encombrement qui se met au niveau de la plaie, qu'on va pas forcément voir. Et donc, on va se dire que si j'ai des liquides, l'idée du pansement de 3 côtés, c'est d'évacuer la surcharge de liquide et d'évacuer l'air qui est en pression aussi à l'intérieur. Ce qui est recommandé au niveau international, c'est de faire un pansement 4 côtés. Pourquoi? Parce que le pansement 4 côtés, à partir du moment où il va y avoir cette surtension pulmonaire due à l'air qui est accumulé à l'intérieur, vous allez avoir les premiers signes d'un pneumothorax suffocant. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un geste qui s'appelle le burping, qui vise à enlever le pansement thoracique qu'on vient de mettre en place, et donc évacuer l'air qui est à l'intérieur. C'est vraiment très significatif. L'air qui est à l'intérieur va s'évacuer comme une crevaison de pneu, par exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir remettre votre pansement thoracique manufacturé ou pas. Si on met pas le pansement, si on met que le pansement 3 côtés, on va se dire c'est réglé, je vais pas forcément avoir ce genre de geste à réaliser et potentiellement on risque de ne pas pouvoir réaliser ce fameux burping et de passer à côté de quelque chose. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, pour les non formés, ils aiment bien rester sur la partie pansement thoracique total, le 4 côtés. Très bien, merci Mickaël, je te laisse continuer. Parfait. J'espère que j'ai répondu à la question et si éventuellement vous voulez qu'on y revienne, on aura une dernière fois en question en fin de webinaire. Il va pas tarder. Là, je voulais faire un petit aparté sur le matériel où justement, là vous voyez un kit, quelques kits qu'on met en place, qu'on appelle des IFAC, des kits individuels en fait pour prendre en charge des gestes du premier secours. On va en avoir plusieurs, et notamment de plusieurs tailles. Là, vous regardez, c'est la taille d'une main. Ce genre de choses, vous pouvez largement l'avoir dans le sac à main, largement l'avoir dans la voiture, dans le vide-poche de la voiture, dans la boîte à gants, ce genre de petites choses, ça peut se mettre à l'intérieur. Et avec différents types de kits, on va pouvoir prendre en charge les 3 types de décès évitables. À chaque fois, on va pouvoir prendre en charge une hémorragie, un pansement thoracique, donc une gestion du pneumothorax et la libération des voies aériennes. C'est vraiment pas grand-chose, ça coûte pas très très cher, et on a vraiment de tout. Donc je voulais vraiment commencer à vous le présenter. Donc on va avoir des garrots, des gants, on va avoir une gauze hémostatique. Rappelons-nous, la gauze hémostatique, c'est pour gérer la partie hémorragie non garrottable. Le pansement compressif qui va venir justement maintenir cette gauze une fois qu'elle est en place. C'est comme une bande, mais c'est un pansement compressif un petit peu plus, enfin c'est un pansement adapté, compressif, pour certains d'entre vous connaissent. C'est un pansement qui va permettre au fur et à mesure de la tension de comprimer la plaie. Le pansement thoracique, donc potentiellement je peux faire le pansement thoracique avec cette partie-là, avec l'emballage de mon kit, où là je vais sortir tout ce que j'ai à l'intérieur et je vais utiliser tout l'emballage et le mettre sur mon thorax complètement. Il est transparent, ça me permet d'observer ma plaie de l'extérieur. Si je vois que j'ai du liquide ou qui commence à boucher, je peux éventuellement l'enlever pour le nettoyer. Et je vais mettre tout simplement mon sparadrap tout autour.
En termes de sparadrap, l'idée c'est quand même de travailler du sparadrap qui va coller fortement. Les Américains appellent ça du duct tape, nous on appelle ça du scotch 3M. Parmi les bricoleurs qu'il y a de présent au niveau du séminaire, le scotch 3M, c'est un scotch, vous voyez peut-être un scotch qui est marron, un scotch tissé, qui se défait assez facilement, qu'on utilise assez fréquemment dans le milieu du bricolage de fortune. Moi j'en mets dans tous mes kits. Ça tient vraiment bien à la peau et ça adhère comme il faut. Décompresse pour la partie buccale pour nettoyer, réaliser la désobstruction digitale et aussi tout simplement pour nettoyer une plaie au niveau du thorax avant pour sécher peut-être la partie du thorax avant d'y apposer notre pansement thoracique. Et voilà. Une couverture de survie. Comme je vous le disais, la couverture de survie, c'est vraiment un basique. Vous avez sûrement entendu parler de la triade létale, on va pas avoir le temps d'en parler, mais pour faire simple, une personne qui a beaucoup saigné, forcément diminue sa température corporelle, et en deçà d'une certaine température, les facteurs de coagulation ne sont plus efficaces, et donc il n'y a plus de coagulation naturelle de l'organisme. Il va falloir la provoquer. Si l'organisme ne peut pas se défendre naturellement, c'est problématique. Ça induit beaucoup plus de... On descend vraiment, on s'en rend vraiment vers le décès, alors que une bonne utilisation de couverture de survie peut reculer cette partie-là quand même aussi, voire même l'arrêter complet. Un marqueur pour remplir cette fameuse fiche blessée, et la fiche blessée qui est à l'intérieur, qui est sous format plastifié, qui est à l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir une fiche qu'on puisse utiliser sous la pluie. Quand je parle de marqueurs, je parle aussi de marqueurs indélébiles, des marqueurs à pointe fine. J'en ai un qui se présente là, ce genre de marqueur-là, avec des pointes fines comme ça me permet de l'utiliser autant pour prendre des notes sur un papier, autant d'utiliser sur un vecteur plastifié et indélébile. Et éventuellement, si je dois poser un garrot, écrire sur mon garrot, type de garrot, on va avoir ce genre de choses, ce sont des garrots velcro. Donc ça, c'est le garrot phare à l'heure actuelle qui est très simple d'utilisation et sur lequel vous allez avoir justement, si vous les verrouillez, une capacité à un endroit pour pouvoir écrire l'heure de pose du garrot. On peut aussi l'écrire sur notre victime, mais avec de l'indélébile. Écrire l'heure de pose du garrot avec le sang de la victime sur le front, c'est bien dans les films, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas puisque le sang coagule. Si on frotte, il va s'effacer. Et s'il y a de la pluie ou de la sueur, il va aussi s'effacer. Donc, c'est pas très fiable. Mais par contre, le marquer vraiment, si je dois le marquer, je le marque pas non plus sur les vêtements, parce que les vêtements vont être découpés, donc sur le front, c'est assez visible. Le garrot, est-ce qu'on a un petit peu le temps de montrer le garrot, Priscilla? Je sais pas. Le garrot, oui, ça va être toujours. Tu as le temps, Miguel. Ok, super. L'idée du garrot, donc ça c'est un garrot qui est manufacturé, alors je vois pas ma caméra, donc je pense que vous voyez. L'idée c'est d'avoir une sangle qui est suffisamment longue et suffisamment large. Alors ça c'est un point qui est hyper important, minimum de 3 à 4 cm. Pourquoi? Parce qu'en deçà, quand vous allez mettre en place votre garrot sous tension, ça va lacérer les chairs, donc ça va être encore plus délétère. Quand je mets en place mon garrot, donc ça c'est un garrot qui est velcroté, donc je ne vais pas vous montrer le stockage du garrot, parce qu'à l'origine, mon garrot, quand vous le recevez du magasin, il est sous ce format-là, mais là, au moment où je vais le défaire, le préparer, je vais déjà perdre du temps. Donc l'idée d'avoir un garrot, c'est déjà de le prépositionner à un endroit qui soit accessible assez rapidement et surtout prêt à l'emploi. Donc moi je les stocke fermés comme ça, avec une capacité pour le récupérer assez rapidement. Et l'idée, ça va être de venir mettre le garrot en place sur votre membre supérieur, d'ailleurs, sur votre membre. Je vais venir le serrer. Hop. Une fois qu'il est serré, je vais venir utiliser le fameux tourniquet. Je vais le mettre en pression, je ne sais pas si on voit bien. Je le tourne plusieurs fois. Un garrot bien posé, enfin un garrot neuf. Un garrot, c'est usage unique. Quand vous commencez à faire vraiment 2-3 tours, il commence à être efficace. Néanmoins, le signe d'efficacité de la pose d'un garrot, déjà, c'est la première chose, l'arrêt du saignement. Et ce qui va arriver juste avant, ça va être une victime qui hurle, tellement ça fait mal. Et c'est une réalité, un garrot, ça fait vraiment très très mal. Donc là, j'ai pas crié parce que je me suis pas fait mal.
Ensuite, le roulis 400, je vais venir sur ce garrot-là qui s'appelle le garrot 4, le mettre à l'intérieur de mon étrier, qui est un étrier qui retient justement mon tourniquet, et je vais venir ensuite le sécuriser. Et à partir de ce moment-là, mon garrot ne va plus pouvoir s'enlever. Et surtout, si je dois déplacer ma victime, ben, je ne vais pas pouvoir, même si je marche, j'avais ma sangle qui traînait, en traînant, j'aurais pu marcher dessus et l'enlever. Donc à partir du moment où je l'ai verrouillé, soit je peux venir continuer à le mettre à l'intérieur, soit je peux faire un autre nœud, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est vraiment de le verrouiller comme il faut. Voilà, pour ça, j'y passe très succinctement. Il y aura sûrement des questions par rapport à ça. Mais encore une fois, s'il y a vraiment quelque chose à retenir sur le garrot, c'est que le garrot, ben, ça sauve des vies. Essayons d'arrêter de le diaboliser et de le voir vraiment plutôt comme un outil plutôt que comme autre chose. Un autre kit que j'aimerais vous présenter aussi de façon très succincte, qui en termes de poids, enfin de poids volume, va se retrouver un petit peu sous cette forme-là. Donc, vous avez vu, c'est pas très grand. Celui-là, il est un petit peu plus large, mais en termes d'épaisseur, on va se retrouver sur une épaisseur de 3-4 cm. Il est un peu plus large parce que j'ai mis plus de choses à l'intérieur. Ces kits sont des kits qui sont, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui sont étanches autant au sable que à l'air, et surtout à partir du moment où vous les avez ouverts, ils vont reprendre une forme, et donc du coup, vous allez identifier le fait qu'il a été ouvert, qu'il a été consommé. Dedans, vous allez avoir quoi? Ce qu'on va utiliser, ce qu'on va appeler un kit immobilisation, un ciseau pour pouvoir aller chercher les informations sur ma victime, des gants, des compresses de froid, des attelles modelables, des attelles justement pour réaliser une immobilisation de fortune, des bandes, des écharpes, des compresses par là. L'idée, c'est pas forcément de vous vendre des kits, c'est pas l'idée, loin de là. C'est juste pour vous expliquer qu'avec peu de matériel, on peut faire vraiment beaucoup de choses, et surtout avec les connaissances que vous avez déjà, puisque vous avez tous un certain niveau de connaissances que potentiellement vous sous-estimez au moment de prise en charge en primo intervention. Le message que j'aimerais vous faire passer au travers de ce webinaire, c'est aussi de vous dire, vous avez des connaissances, vous avez des possibilités, ne serait-ce que de mettre une victime en demi-assis, potentiellement vous lui sauvez déjà la vie. Voilà pour la partie matérielle. Moi, sur la partie le webinaire et donc les 3 zones de travail, je vais juste faire une petite conclusion. L'idée, c'est de vous présenter un guideline de prise en charge en tant que primo-intervenant sur les accidents routiers, avec le guideline, le fameux marche, et surtout les 3 zones de prise en charge qui vous permettront d'intervenir en sécurité autant pour vous et efficacement pour la victime. Voilà pour cette partie-là. Priscilla, es-tu revenue? Non, voilà. Voilà. Il n'y a plus de raison. Tu voulais passer aux questions? Potentiellement. Alors, il y a Gwenaëlle qui nous demande où est-ce qu'elle peut trouver ces kits que tu as présentés. Pour le coup, nous, on en a quelques-uns. Je suis organisé de formation, certes, mais j'en vends, je les fabrique moi-même. C'est des kits qui sont sur mesure, donc à Sklepos Sécurité. Éventuellement, Priscilla, ou peut-être on vous mettra peut-être l'adresse sur le chat. Sklepos Sécurité, ou sinon dans des magasins un peu spécialisés. Maintenant, encore une fois, ça dépend ce que vous cherchez. Le gros avantage, c'est que là, on peut les faire sur mesure, c'est plutôt bon. Très bien, merci. Écoute, on a fait le tour des questions pour ce soir. D'accord. J'ai été précis ou? Oui, je pense. Super. Ok, donc ça a été relativement vite. Donc, on va peut-être poursuivre avec la présentation de formations qu'a pu développer le CHEM, notamment sur cette thématique. Donc, le CHEM propose des formations urgences et situations sanitaires exceptionnelles pour les professionnels de santé et des formations urgences également pour les assistants médicaux. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes toutefois intéressé pour développer et rentrer un peu plus en détail dans toutes ces notions qu'on en a pu voir ce soir et sur bien d'autres notions également, n'hésitez pas à aller consulter notre catalogue de formation.
Pour aller un tout petit peu plus loin, on a évoqué la gestion des émotions au tout début de ce webinaire. Le CHEM a également développé une formation pluripro sur la gestion des émotions qui est donc évoquée dans la formation sur la gestion des conflits. Donc, n'hésitez pas non plus à aller fouiller. Voilà. Donc, ce soir, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie Michael d'avoir été notre expert. Les prochains webinaires qui vous seront proposés seront le 15 juin prochain. Ce sera un webinaire pour les assistants médicaux, pour la présentation de ce métier. Vous aurez également le 22 juin un webinaire qui s'intitule « Informer et accompagner l'évolution de nos pratiques vers plus d'éco-responsabilité promotrice de santé durable ». Voilà, donc n'hésitez pas, si toutefois les thématiques vous intéressent, à vous inscrire et à en faire la promotion autour de vous. Vous recevrez en début de semaine prochaine le lien de ce webinaire. Vous pourrez le reconsulter à volonté. N'hésitez pas à aller le revoir si toutefois vous avez passé un peu vite sur certaines parties. Ensuite, vous allez recevoir une enquête de satisfaction. N'hésitez pas également à nous laisser vos envies de prochains webinaires, à nous laisser des commentaires sur le webinaire de ce soir. Nous les lirons bien évidemment avec beaucoup d'attention. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis peut-être à un prochain webinaire.